Projetez-vous un matin d'été à Paris, le 21 août 1911. Le soleil brille, les rues de la capitale se remplissent des premiers flâneurs, les peintres sont murés dans leurs ateliers en espérant qu'enfin l'inspiration va venir. Les gardiens de musée effectuent leur première ronde matinale pour vérifier que tout va bien. C'est alors qu'au cœur du Louvre, un vide inattendu va attirer le regard de l'un des gardiens. Surprise, la Joconde a disparu. Il ne reste que le cadre et la vitre qui la protègent, et même si à l'époque il n'y avait pas le même engouement autour de la Joconde, ça restait un tableau de très grande valeur. On s'affole donc très rapidement, mais impossible de mettre la main sur le voleur. On accuse les Allemands, on accuse les Russes, on accuse un peu tout le monde, mais il y a une figure inattendue qui va se retrouver au centre de cette intrigue, et c'est le célèbre poète français Guillaume Apollinaire. Parce que oui, il va se retrouver directement mêlé à cette affaire sensationnelle puisqu'on va l'accuser d'avoir volé le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. Mais d'où viennent ces soupçons, me demanderez-vous? Et c'est une très bonne question. Et pour y répondre, il faut se pencher sur un deuxième personnage qui s'appelle Géry Pierret, qui est un ami proche de Guillaume Apollinaire et qui est aussi son ancien secrétaire personnel. Il s'avère que toutefois cet homme a quelques penchants pour le jeu et l'escroquerie. Entre 1907 et 1911, Géry Pierret va dérober 3 statuettes phéniciennes au Louvre. Ni une ni deux, ensuite il va chercher évidemment à vendre ses trésors dérobés autour de lui, et je vous le donne en 1000, il en vend une à Guillaume Apollinaire. Il va également réussir à en vendre une autre à Picasso, qui s'en est d'ailleurs inspiré pour réaliser les Demoiselles d'Avignon. Cette histoire, elle aurait rapidement pu s'arrêter là, sauf que Géry Pierret, apparemment, il n'est pas très fut-fut, parce qu'il va envoyer la 3e statuette au quotidien Paris Journal, et il va également affirmer qu'il a volé la Joconde. Il va alors réclamer la rançon de 150 000 francs pour la restitution du tableau, et j'ai fait la petite conversion pour vous, histoire de vous donner un ordre d'idée, mais 150 000 francs de 1911, ça représente plus de 53 millions d'euros en 2023. Donc oui, ça fait un sacré paquet d'oseille. Alors évidemment, tout s'effondre pour Apollinaire et Picasso qui comprennent rapidement qu'ils possèdent des pièces volées. Ils vont chercher à s'en débarrasser, mais Apollinaire va être démasqué et on va l'accuser de complicité de vol par recel. Le 7 septembre 1911, il est alors emprisonné à la prison de la Santé. Les journaux s'emballent puisque le poète est une figure très connue sur la scène littéraire, la rumeur va enfler et Apollinaire passe de complice à commanditaire du vol et on va titrer à tout va que Guillaume Apollinaire a volé la Joconde. Le poète va rester 6 jours et 6 nuits dans la prison, on va finir par le libérer parce qu'on n'a aucune preuve contre lui et que c'est évidemment pas le coupable. Et petite anecdote dans l'anecdote, il en a profité pour écrire de nombreux poèmes que vous pouvez maintenant retrouver dans le recueil qui s'appelle Alcool. Alors ok, Apollinaire il est lavé de tout soupçon, mais la Joconde est toujours dans la nature et on n'a absolument aucune piste pour la retrouver. Il faudra attendre 2 longues années pour que le mystère soit résolu, et alors que les enquêteurs ont cherché dans toute la France, voire dans l'Europe entière, il s'avère que la Mona Lisa n'a jamais quitté Paris. On la retrouvera en 1913, cachée tout simplement sous le lit d'un Italien nommé Vincenzo Perugia. Il avait travaillé au Louvre pendant un certain temps et c'est lui qui avait installé le verre de protection devant la célèbre toile. C'est lui donc également qui a dérobé le chef-d'œuvre de Léonardo de Vinci sans que les gardiens du musée s'en rendent compte et de peur d'être découvert, il l'a ensuite simplement gardé sous son lit. Le temps est passé et il a probablement un peu pensé que tout le monde avait oublié cette affaire et il a essayé de revendre ensuite la Joconde à un antiquaire italien, mais cet antiquaire l'a dénoncé. Durant son procès, Vincenzo va justifier son vol en expliquant qu'il voulait rendre la célèbre toile à son pays, mais aussi en expliquant que Mona Lisa ressemblait très fortement à un amour de jeunesse qu'il avait perdu et qu'il n'avait pu s'empêcher de vouloir la garder juste pour lui. La prochaine anecdote que je vais vous raconter, elle est digne des plus grandes intrigues des romans qu'on aime tant, parce qu'on y retrouve des secrets de famille, un amour interdit et des identités cachées. Et cette histoire, c'est celle de Louis Aragon, l'une des figures les plus emblématiques de la poésie française. Nous sommes dans le Paris du XXe siècle et un enfant va naître au cœur d'un secret qui façonnera sa vie entière. Cet enfant, c'est Louis Aragon. Il est le fruit d'une liaison passionnée entre Louis Andrieux, un préfet de police et homme politique éminent, et Marguerite Toucasse, une jeune femme issue de la bourgeoisie catholique.
C'est une liaison passionnée, certes, mais surtout c'est une liaison interdite, parce que le contexte de l'époque rend leur amour impossible dans la mesure où Louis Andrieux est déjà marié. Premier réflexe lorsque Marguerite apprend qu'elle est enceinte, et sa mère et son amant vont lui demander de faire passer l'enfant, mais Marguerite va refuser catégoriquement, non seulement parce qu'elle est amoureuse et qu'elle aime déjà cet enfant qu'elle va avoir avec l'homme qu'elle aime, mais aussi parce que c'est une femme bourgeoise qui peut subvenir à ses besoins, qui travaille, qui gagne de l'argent, et donc elle pense pouvoir offrir une belle vie à cet enfant à venir. Marguerite et Louis, ils se trouvent donc face à un dilemme assez compliqué, parce que Louis, il se demande comment reconnaître son fils illégitime sans provoquer un scandale, et Marguerite, de son côté, elle se demande comment elle pourrait élever son enfant dans cette société qui jette la honte sur les mères célibataires. Il faut à tout prix sauver les apparences, donc on va trouver une solution. Le petit Louis, il va être présenté comme un orphelin dont les parents seraient morts dans un accident de voiture en Espagne. Il est adopté par la mère de Marguerite, Claire Toucasse, et il va grandir dans une famille où tous les rôles sont inversés. Sa grand-mère va devenir sa mère va devenir sa sœur, etc. Et cette vérité, Louis Aragon ne la découvrira qu'à l'aube de ses 20 ans, juste avant de partir pour la guerre. En effet, sa mère Marguerite, elle a tellement peur qu'il ne revienne jamais et qu'il meure au combat, qu'elle choisit ce moment pour lui révéler toute l'intrigue. Vous imaginez, vous devez vivre avec le stress de partir au combat, d'aller faire la guerre, et juste avant, votre sœur vous annonce qu'elle est votre mère, vous apprenez que votre mère, c'est votre grand-mère. Franchement, c'est un délire. Et imaginez aussi le fardeau que ça a dû être pour Marguerite, qui pendant 20 ans a dû abandonner sa place de mère et se contenter d'être la sœur de son fils. Vraiment, cette phrase n'a aucun sens, dans le simple but de le protéger des préjugés de son époque. C'est une anecdote que je trouve à la fois très belle et très triste, qui semble appartenir un peu à une autre époque, à un autre temps, et pourtant qui résonne assez étrangement, je pense, avec de nombreuses problématiques que les femmes de notre époque doivent vivre. Tout ça pour dire que parfois la réalité est beaucoup plus romanesque que nos livres. Troisième anecdote, et celle-ci elle est beaucoup plus légère et je pense qu'elle va particulièrement parler à nos amis les amateurs de science-fiction parce qu'on est typiquement dans un cas où ce que l'homme a rêvé devient ensuite réalité. C'est l'histoire d'une aventure extraordinaire, celle d'un jeune reporter belge à la houppette reconnaissable entre mille qui va réaliser l'un des plus grands exploits de l'humanité avant même que cela ne soit possible. Nous sommes en 1953 et à cette époque, le voyage sur la Lune relève plus du fantasme que de la science. Et pourtant, dans les pages du 17e tome des aventures de notre cher Tintin, cet exploit prend vie. On a marché sur la Lune n'est pas seulement une prédiction visionnaire d'une œuvre d'Hergé, c'est une prédiction plutôt audacieuse d'un exploit que l'humanité va réaliser 16 ans plus tard. Tintin, son fidèle compagnon Milou, le bouillonnant capitaine Haddock et le fantasque professeur Tournesol, ils vont embarquer dans une fusée rouge et blanche, ils vont traverser l'espace, ils vont atterrir sur le satellite naturel de la Terre. Cette histoire, du coup, imaginez, elle va marquer les premiers pas de l'homme sur la Lune et elle va captiver l'imagination de millions de lecteurs à travers le monde. Alors imaginez-vous qu'en 1969, lorsque Neil Armstrong pose réellement le pied sur la Lune, ces mêmes millions de lecteurs vont se souvenir de l'exploit prémonitoire de Tintin. Hergé va être lui-même très ému par cette coïncidence historique et va commenter que, à force de croire en ses rêves, l'homme en fait une réalité. J'aime beaucoup cette anecdote qui est très simple et qui peut sembler justement anecdotique, mais qui démontre le pouvoir de la créativité et de la foi en l'extraordinaire. Et surtout, c'est un témoignage du pouvoir de l'imagination et du fait que les rêves d'aujourd'hui peuvent devenir les conquêtes de demain. Dans cette quatrième anecdote, on va plonger dans les coulisses de l'histoire et on va s'intéresser à un défi qui a déconcerté et qui déconcerte toujours les plus grands scientifiques de notre temps. Découvert il y a plus de 600 ans, il y a un manuscrit qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. C'est le manuscrit de Voynich, un livre qu'on a découvert au XVe siècle et qui est écrit dans un alphabet totalement inconnu. Il est accompagné d'illustrations très étranges que pareil on n'a pas réussi à décoder, et bien que les meilleurs cryptographes du monde se soient penchés sur ce mystère, dont ceux qui ont décodé les codes allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, donc les mecs c'est des cracks, et le contenu de ce livre reste insolvable, incompréhensible. Pour mieux comprendre cette anecdote, on va remonter en 1912 près de Rome. Wilfried Voynich, c'est un libraire passionné et il va tomber sur ce document fascinant au milieu d'une bibliothèque jésuite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le manuscrit porte son nom, même si son origine reste plus ancienne, parce que grâce à des analyses au carbone, on va estimer qu'il a été rédigé entre 1404 et 1438.
Est-ce que c'est un herbier complexe? Est-ce qu'il s'agit d'un traité d'alchimie? Est-ce que ce sont des enseignements ésotériques? Ou est-ce que tout simplement c'est une supercherie? Tout est possible, on ne sait pas. Pour vous aider à visualiser, ce livre il est légèrement plus grand qu'un poche moderne et composé de 246 pages en vélin. Il n'y a pas d'index, certaines pages sont manquantes et sa reliure a été apparemment réarrangée au fil du temps, ce qui ajoute un peu au mystère. Il est rempli d'une écriture ronde et délicate, composée de 25 à 30 caractères avec des illustrations étranges allant de châteaux aux dragons en passant par des silhouettes nues ou des symboles astronomiques. Évidemment, nombreux sont ceux qui ont essayé de percer le mystère de ce livre depuis 1912, sans succès, mais vous connaissez les chercheurs, ils ne s'avouent jamais vaincus. Et en 2019, donc très récemment, il y a une étude qui sort et qui suggère que le livre pourrait être écrit dans une langue ancienne oubliée et disparue qui s'appelle le proto-roman. Il s'agirait d'un langage précurseur des langues romanes modernes comme le français, l'espagnol, l'italien, et il aurait été couramment utilisé dans l'Europe médiévale, mais très rarement documenté, donc on n'en a presque aucune trace. C'est le docteur Cheshire qui est à l'origine de cette étude, et il révèle que le manuscrit n'est pas un cryptage, mais plutôt un texte dans une langue oubliée, qui est composé d'un alphabet unique et dont la compréhension est complexifiée par l'absence de ponctuation. C'est une langue éteinte qui ne possède ni majuscule ni double consonne et qui inclurait des mots et des abréviations en latin. Pour le docteur Cheshire, le texte serait un guide destiné aux femmes de l'époque et qui aborde des thèmes comme les remèdes à base de plantes, les bains thérapeutiques, l'astrologie et d'autres sujets en accord avec leurs croyances religieuses et païennes médiévales. La théorie du docteur Cheshire postule que le manuscrit aurait été compilé par une nonne dominicaine affiliée à la cour de Marie-Castille, reine d'Aragon, vers les années 1440. Alors, ces hypothèses, que ce soit celles de la langue proto-romane ou de celle de son autrice, ne sont évidemment pas du tout confirmées. Il y a évidemment plein d'autres hypothèses qui concurrencent celle-ci. Par exemple, on a utilisé l'IA pour traduire le texte dans des centaines de langues et l'intelligence artificielle aurait trouvé 80% de mots coïncidant avec l'hébreu. On pense aussi que le texte a pu être écrit par Roger Bacon, qui est un érudit du XIIIe siècle. Bref, autour de ces hypothèses, la communauté scientifique n'est pas du tout d'accord, mais une chose est sûre, elle reste extrêmement curieuse. Aujourd'hui conservé précieusement au sein de la bibliothèque Bennike de livres rares et manuscrits de l'université de Yale, le manuscrit de Voynich reste un mystère. Chaque page de ce document unique, c'est une invitation à percer à jour le secret de cette langue inconnue, de ses illustrations cryptiques, de son contenu, de son propos. Peut-être qu'on n'aura jamais la réponse, et peut-être que c'est mieux ainsi. Peut-être que justement, ce texte il a plus de valeur tant qu'il reste indéchiffrable, parce qu'il invite à l'exploration continue, à l'évolution de la pensée scientifique, linguistique. Parce que comme on dit souvent, ce n'est pas tant la destination qui compte, mais le chemin pour y arriver. Alors, avec les 2 films qui sont sortis ces dernières années, on s'est un peu tous replongés dans l'histoire des 3 mousquetaires. Mais, saviez-vous que D'Artagnan et les 3 mousquetaires étaient inspirés de personnages qui ont réellement existé? Moi je savais pas. Par exemple, le personnage de D'Artagnan, il s'inspire de la vie réelle de Charles de Batz de Castelmore. Alors je vais prendre mon téléphone pour dire leur nom parce que ils sont interminables. Et Charles de Batz de Castelmore, eh ben il était connu sous le nom de D'Artagnan. Voilà, lui c'est un pur homonyme. Notre fameux Charles, il a marqué l'histoire en tant que capitaine-lieutenant des mousquetaires du roi, notamment pour son rôle dans l'escorte du roi Louis XIV durant son voyage nuptial avec l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse d'Autriche. À cette époque, D'Artagnan, c'est déjà une figure emblématique dans le Gers, et pour créer son illustre mousquetaire, Dumas va s'inspirer des mémoires de Monsieur d'Artagnan, rédigées par Gatien de Courtils de Sandras en 1700, environ 27 ans après la mort de D'Artagnan. Alors évidemment, Alexandre Dumas, il a gardé certains éléments de la réalité et ensuite il a fait jouer son imagination pour créer des aventures autour de son capitaine-lieutenant et lui donner une vie un peu plus romanesque, mais on va dire qu'il avait une bonne base de départ avec la vie de ce Charles. Quant à Athos, il est inspiré de Armand de Silègue d'Autevielle. Ce dernier est né entre 1615 et 1620, et même si on connaît peu de détails sur la vie d'Armand de Silègue d'Autevielle, on a quand même retrouvé quelques documents qui laissent penser qu'il a rejoint les rangs des mousquetaires du roi en 1641, notamment grâce à l'influence de son oncle, Monsieur de Tréville, alors capitaine de cette prestigieuse compagnie. Malheureusement, sa vie elle va être assez brève parce qu'il va mourir en 1643 à Paris dans un lieu qu'on appelle le Pré-aux-Clercs, un lieu particulièrement connu pour abriter les duels de ces messieurs qui veulent s'affronter pour un peu laver leur ego, on va pas se mentir, donc il est probable qu'il soit mort après une blessure lors d'un duel.
Derrière notre cher Porthos se cache Isaac de Porto. Porthos. Né en 1617 dans une famille de la noblesse protestante de Pau, il va s'engager dans le régiment des gardes françaises et être affecté à la compagnie des Essarts. Il aurait par la suite intégré les mousquetaires de la maison du roi. Sa carrière militaire va prendre fin en 1650 et il va tout simplement se retirer dans la vie civile pour occuper la fonction de responsable des munitions à la forteresse de Navarinx. Voilà, je sais pas ce que vous allez faire de cette info, je pose ça là. Et enfin nous avons Aramis qui nous vient de Henri d'Aramite, nom beaucoup plus simple. Pareil, Aramite, le lien est assez flagrant, qui est un homme qui a vécu, qui est né en 1620. C'est un abbé laïque du Béarn qui porte en lui l'héritage d'une famille engagée dans les tourments des guerres de religion. Il décide ensuite de rejoindre les rangs des mousquetaires en 1641 avant de retourner vers sa terre natale après le décès de son père en 1648. Et pour le coup, l'histoire d'Henri d'Aramite, elle résonne particulièrement avec celle de son homonyme littéraire parce que Aramis est aussi un homme tourmenté entre le glaive et la croix. Et pour finir cette anecdote, je dirais que évidemment Dumas s'est inspiré de ces personnes et a ensuite pris de nombreuses libertés pour créer ces personnages littéraires, mais je trouve ça fou de me dire qu'il y a 400 ans, ont vécu des hommes qui n'avaient aucune idée de l'impact qu'aurait leur vie. C'est-à-dire que t'es là, tu mènes ta vie, peut-être oui tu réalises quelques hauts faits, etc. Mais tu ne sais pas que plus tard, un écrivain va s'inspirer de ta vie pour créer des personnages qui vont inspirer des générations entières, qui vont faire partie de la culture même d'un pays, parce que les Trois Mousquetaires, ça fait partie de la France, que des films vont être réalisés en 2024, alors que t'as vécu en 1600. Dumas, il a rendu ces 4 hommes immortels, et je crois qu'on peut pas rêver plus bel hommage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous attends en commentaire pour me dire si vous connaissiez déjà ces anecdotes et quelle était votre préférée. Moi je crois que ma préférée c'était celle de la Joconde et de Guillaume Apollinaire parce que j'imagine trop une comédie à la Bourvil où tout n'a aucun sens et où notre personnage ne va que de mésaventure en mésaventure et ça me fait trop kiffer. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.